Wesh YouTube, comment vas-tu? J'ai enfin trouvé le temps de filmer une vidéo, ça a été la course ces 2 dernières semaines, semaine dernière impossible. Là je tourne, on est vendredi pour sortir la vidéo samedi ou dimanche. Mais c'est pas grave parce que je suis quand même très contente de te retrouver aujourd'hui pour te parler de mes dernières lectures. Et on va parler de La Dame en blanc, de la métamorphose de Kafka, de Bonne nuit Poun Poun, j'ai lu le 6e tome, de Vers de lierre et de Soroland et on commence tout de suite. Et du coup, lecture du Pumpkin Autumn Challenge et la première dont je te parle, c'est La Dame en blanc de Wilkie Collins que j'ai ici aux éditions Labyrinthe et qui est traduit par Elle Le Noir. Ce texte, je lui ai mis un 4,5 sur 5. Je pensais l'aimer, je pensais pas autant l'apprécier, mais honnêtement, j'y ai trouvé absolument tout ce que j'aime. C'est un classique du genre policier, thriller. Encore une fois, tu le sais, déjà moi les genres en littérature, j'ai un peu de mal. Et d'autant plus, ces genres-là, toujours est-il qu'il y a des mystères, des révélations et une ambiance un petit peu pesante. On est en pleine Angleterre victorienne et on fait la rencontre d'un jeune professeur de dessin, William Hartwright, qui se voit proposer un emploi pour être le professeur particulier de dessin de 2 jeunes aristocrates. C'est un poste qu'il peut difficilement refuser parce que il est logé, nourri, blanchi, plutôt bien payé. Et donc naturellement, il accepte malgré une légère appréhension qu'il ne comprend pas très bien, mais qui petit à petit s'installe en lui. Puis il se passe une première chose un petit peu étrange alors qu'il marche seul le soir. Il tombe sur une femme en blanc qui semble agitée, troublée, qui lui demande son aide. Il va naturellement aider cette jeune femme qui semble absolument terrorisée et va continuer sa route tout simplement, mais cet épisode va quand même le perturber. Bref, il part, il arrive dans sa nouvelle demeure, il fait la rencontre de ses 2 sœurs, Marianne et Laura. Et nouvelle étrangeté, cette dernière ressemble très fortement à la Dame en blanc qu'il avait croisée il y a de ça quelques jours. Et c'est alors le début d'une histoire, de plusieurs histoires entremêlées, sous couvert de mensonges, de non-dits, de manipulations, de mystères. Et tout ça dans la campagne brumeuse anglaise et franchement, c'est génial. Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le livre n'a pas une narration, en fait, c'est une succession de témoignages des différents protagonistes de cette histoire qui racontent leur point de vue de celle-ci, ou du moins de certains éléments de celle-ci. Et ce qui marche très bien, c'est qu'alors, on est placé nous-mêmes presque en tant que juge, puisqu'on doit chercher à démêler le vrai du faux en fonction des points de vue, parce que certains des protagonistes dépeints comme, entre gros guillemets, les méchants de l'histoire, sont aussi parmi ceux qui témoignent. Et donc on doit démêler le vrai du faux. Est-ce qu'on n'est pas nous aussi manipulés par ces personnages? Et puis au final, qu'est-ce qui s'est réellement passé? L'écriture de plus est vraiment hyper efficace et elle est donc très bien adaptée à chaque personnage qui prend la parole. Et franchement ça c'est très finement fait, ça marche hyper bien. Au début, on sait pas trop où on va. On suit ce prof de dessin qui nous raconte cette rencontre, et puis son arrivée, et puis sa rencontre avec les 2 sœurs, et on voit pas vraiment où tout ça mène. Et petit à petit, on sent se dessiner des choses, et j'étais juste à fond dedans. Franchement, je l'ai dévoré, c'était trop bien. Énorme plus pour les personnages qui sont vraiment bien écrits, qui sont vraiment bien construits, dont les personnalités sont absolument cohérentes. Et au début, j'ai vu la description de la jeune Laura, du coup, jeune femme naïve, sensible, qui a besoin d'être protégée. Et je me suis dit, on va tomber un peu dans des clichés. Pas du tout. Parce qu'il y a Marianne, sa sœur, qui est la reine de ce roman, pour moi. Qui est vive, intelligente, presque rebelle, qui a une personnalité tellement intéressante que vraiment tout est plaisant à lire. Je te le dis, j'ai été bluffée par l'écriture du personnage de Marianne, qui est quand même écrite par un homme. Alors non pas que messieurs ne sachent pas écrire des personnages féminins, bien au contraire, mais disons qu'au 19e siècle, on peut vite tomber dans certaines caricatures. Et là, pas du tout, il y a d'autant plus. Je trouve pas mal de choses quant à la position de la femme à cette époque, quant à la place de la femme face à son époux, ce qu'elle est en droit ou non de faire et à quel point elle doit se soumettre à lui. Bref, ce sont des questions qui sont mises en avant et on sent clairement que c'est critiqué. Bref, tu l'as compris, j'ai adoré ce texte, j'ai adoré l'atmosphère de ce texte, j'ai adoré la succession des événements. Franchement, il y a des choses qu'on voit arriver, d'autres pas du tout, et le dénouement est juste trop bien. C'est hyper efficace, on passe un excellent moment. Mais tu l'as compris, moi j'ai juste adoré en fait.
Ensuite, relecture de La Métamorphose de Kafka que j'avais lu, je pense, au collège. Je l'avais mis dans mon pumpkin. Ça fait un moment que j'ai envie de relire cette nouvelle parce que ça fait longtemps, quoi. Et qu'elle m'avait énormément marqué à l'époque, mais qui m'a laissé un goût un peu de... Le souvenir que j'en ai gardé est plus intense que le texte en lui-même, je crois bien. Bref, je lui ai mis un 3,5, ça reste un très bon texte, qui je pense n'a plus rien à prouver, mais oui, légère demi-teinte pour moi. Tu dois certainement connaître cette histoire de Grégor qui se réveille un matin et qui se voit transformé en une espèce d'énorme cafard absolument répugnant. Je suis assez friande de base de ce genre de nouvelles un petit peu dérangeantes, alors un petit peu, c'est carrément dérangeant, et là on est dedans, on est servi et c'est très bien fait. À des moments, franchement, c'est répugnant. Les descriptions, elles mettent très mal à l'aise et c'est le propos de cette nouvelle. Et ça, franchement, on ne peut pas le lui enlever. C'est très efficace, encore une fois. On a un vrai côté cauchemardesque. Aussi bien dans la mise en place que dans la longueur du récit, on a comme une espèce de flash cauchemardesque. On n'a pas vraiment d'avant ni d'après. Voilà, juste le cauchemar tel qu'il est. Et ça, je trouve ça, là aussi, très très bien fait. Je suis bien consciente qu'on peut voir en cette nouvelle... la projection de bien des choses. Je sais qu'on peut y parler de maladie, de solitude, de peur, d'abandon, de critique d'une société, d'un monde, du rapport au travail et de qu'est-ce qui fait en fait la valeur des humains. Est-ce que c'est ce qu'ils sont? Est-ce que c'est ce qu'ils représentent pour la société, pour leur famille? Qu'est-ce qu'il advient de l'intérêt et de l'estime qu'on porte à quelqu'un quand il n'est plus entre guillemets utile? La facilité avec laquelle on peut se détacher et en fait, qu'est-ce qui déshumanise ou non quelqu'un? Bref, oui, ce sont des questions qu'on peut largement voir et qu'on peut largement approfondir. Oui, je te dis, j'ai aimé cette projection de peut-être la maladie ou du handicap et comme je t'ai dit, cette notion d'utilité aux autres, à la société et combien ça détermine notre valeur. J'ai aimé aussi cette un peu question finale de in fine, qui est le monstre? Et ça, c'est quelque chose d'assez récurrent dans les lectures qui me plaisent, justement, cette idée de où est le mal, qui est réellement le monstre. Et pourtant, une fois dedans, je reconnais complètement ses qualités, mais à l'adolescence, de l'adolescence du moins, j'en gardais un souvenir tellement intense que là, je l'ai trouvé vraiment bien moins marquant que ce que j'avais en tête. Mais je suis quand même très contente de l'avoir relu. Ensuite, j'ai continué les aventures de Poun Poun parce que j'ai lu le 6e tome de Bonne Nuit Poun Poun de Inyo Asano qui est édité chez Kana et qui est traduit et adapté en français par Thibaut Desbief. Ou Desbif, je ne sais pas trop comment on dit. Excusez-moi monsieur. J'ai mis à ce tome 5 sur 5, c'est pour moi l'un des plus marquants depuis le début de la saga. Bonne Nuit Poun Poun, je t'en ai déjà parlé ici, je ne vais pas revenir en détail sur le début de cette histoire. Dans celui-ci, Poun Poun a maintenant 15 ans et il rentre au lycée. Ce tome-ci se concentre presque plus sur sa mère, ce qui l'a amené à être ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis les liens entre elle et Poun Poun. Déjà que Bonne Nuit Poun Poun, c'est relativement sombre, mais je trouve qu'on prend un vrai tournant avec celui-ci. Peut-être parce que dans les précédents, Poun Poun était plus jeune. Les premières fois qu'on le rencontre, c'est encore un jeune garçon. Et donc je pense que la naïveté de l'enfance face à l'horreur de certains événements rapporte un petit peu de douceur, une espèce presque de tendresse qui commence à s'évanouir petit à petit parce que Poun Poun grandit, que Poun Poun ne regarde plus forcément le monde avec des yeux d'enfant. Et oui, juste son regard évolue en fait. Je te l'ai dit, les rapports avec sa mère sont vachement mis en avant dans celui-ci. Juste sa mère, tout court. À la fois dur et c'est à la fois, je trouve, très intelligemment fait. C'est vraiment ce qui ressort à chaque fois pour moi de ces lectures. C'est l'habilité avec laquelle Inyo Asano arrive à parler d'événements tragiques, de la difficulté d'être un adulte. En fait, de la difficulté d'être un enfant quand il arrive des choses graves aux adultes, de tout ça. Et j'ai eu peur à un moment qu'on tombe dans un côté un peu pathos où juste il arrive des choses négatives aux personnages. Et moi, au bout d'un moment, c'est un truc un peu qui me gonfle quand on tombe dans un truc un peu récurrent de juste il faut leur faire vivre des choses dures. Non, c'est bon, tranquille, laisse-les respirer. Et là, c'est pas le cas. On est dans cette très bonne limite de la mise en avant de ce qui sont des faits de société et des problèmes de société et de la répercussion que ceux-ci ont dans le cadre intrafamilial et même à l'extérieur de celui-ci, comment du coup Poun Poun, bon, Mafia fait des bêtises, évolue face aux autres avec ce background-là, en gros.
Bref, c'est un tome encore une fois très introspectif sur plein de points. La fin du tome m'a un peu mis une claque. J'ai très hâte de lire la suite. Alors très hâte, c'est toujours pas un excellent moment, mais je suis bluffée par le travail fait avec Bonnyu Poon Poon. C'est l'un des mangas, je le dis souvent, mais le plus marquant de ma vie. Et ça se confirme vraiment de tome en tome. Ensuite, j'ai fait une lecture bien plus légère qui était Vers de lierre de Louise Lebars, qui est édité ici chez Noir d'Absinthe. Livre que je galérais à trouver, qui m'a été hyper gentiment offert par Lucie et que j'ai enfin lu. C'est l'histoire d'Olivier, un écrivain en panne d'inspiration, comme d'hab, qui retourne se ressourcer dans le village où habitait sa grand-mère. Depuis petit, il sent que vis-à-vis de toutes ces choses dites invisibles, il a une sensibilité un petit peu particulière et en retournant sur les terres de son enfance, en fait, il se souvient d'une légende locale. Cette légende, elle le terrifiait enfant et elle terrifiait les enfants du coin, c'est celle du ver de lierre, une espèce de vampire végétal qui sévirait la nuit. Il va alors naturellement y voir la piste, ou du moins le début d'une peut-être prochaine histoire, et il va se mettre à creuser sur cette légende urbaine. Et pendant ses recherches, il va se voir confronté à d'étranges cauchemars, à de nombreuses visions. Il va faire la rencontre de 2 femmes mystérieuses. Je veux pas t'en dire trop. Alors, je suis pas totalement convaincue pour cette lecture, il y a du bon, il y a à mon sens du moins bon. Si on n'en attend pas trop, franchement c'est agréable. Et moi sur l'instant je l'ai pris tel quel. Raconte-moi une histoire un petit peu frissonnante, c'est ce qui a été le cas et pour ça vraiment c'était très sympathique. C'est plutôt visuel, c'est parlant, on se laisse porter, c'est agréable, on passe un bon moment, voilà. J'ai bien aimé parce que forcément j'y suis sensible au côté légende, mystère, avec des passages un peu spooky, j'aime le fait qu'il y ait plusieurs récits qui s'entrecroisent un petit peu. Maintenant, j'ai pas trouvé ça toujours très fin. J'ai pas été surprise par les révélations. Globalement, la plupart des choses, je sentais qu'elles arrivaient. Est-ce que ça a gâché mon plaisir? Non, j'ai passé un moment plaisant, franchement. C'est juste pas une lecture ni marquante, ni extraordinaire, voilà. Par contre, il y a un truc qui, moi, m'a vraiment chiffonné. Et principalement au début du récit, j'ai trouvé qu'après, c'était un peu moins le cas. Mais alors, c'est la plume. Madame Louise Lebars écrit bien, mais c'est trop. C'est-à-dire qu'à rajouter des formules très alambiquées dans tous les sens, ça en devient lourd en fait. Et moi, j'ai trouvé que c'était un peu trop maniéré, que du coup, ça en devenait un peu plombant, un peu poussif et qu'on en venait presque à perdre le fil de la lecture. Ça rendait la chose pas fluide du tout. On se heurtait à des envolées dans tous les sens qui, en fait... Moi, je pars du principe que les descriptions comme ça, très pointues, très belles, ils font comme ça des arabesques entre les mots, c'est canon, j'adore ça. Mais... quand c'est à toutes les phrases, ça perd de son impact, ça perd de sa puissance parce que c'est juste trop en fait. Et c'est un truc qui m'a un peu rebuté tout le début du livre. Maintenant, Louise Lebars sait écrire, ça c'est indéniable. Elle a de grandes qualités à ce niveau-là. Je serais curieuse de lire autre chose d'elle. Faudrait que je regarde si elle a écrit d'autres choses. Toujours est-il que c'est pas la lecture de ma life. Je lui ai mis un 2,5 sur 5. La moyenne, franchement, je pourrais mettre plus. On va dire un 2,8. Hein. Mais c'était agréable. Et pour finir, je te parle de Sorrow Land de River Solomon qui est édité ici aux Forges de Vulcain et qui est traduit par Francis Guévremont. Et j'ai lu ce livre en lecture commune avec Jessica de la chaîne Je peux pas, j'ai Litté Culture, qui est une chaîne qui mérite vraiment qu'on s'attarde un peu plus dessus parce que moi je me reconnais de ouf dans ses goûts littéraires. Elle lit énormément de choses très variées, j'aime toujours sa façon ensuite d'en parler. Moi elle me donne envie de lire plein de choses et j'ai adoré faire cette lecture commune avec elle. Vraiment j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres parce que c'était génial. Alors Sorrow Land, je lui ai mis un 3 sur 5 et c'est un petit peu moins parce que en termes de plaisir de lecture pure, ça a été pour moi un petit peu compliqué. J'étais très curieuse de découvrir River Solomon et au final, moi, cette lecture, j'ai été très très mitigée. J'ai un peu galéré à t'en faire un résumé parce que je savais plus trop quoi dire, ne pas dire, qu'est-ce qui est de l'ordre de la révélation ou non. Et au final, si c'est juste pour paraphraser le résumé sur la 4e, je me suis dit que j'allais simplement te le lire, que ce serait beaucoup plus simple. Verne est enceinte et décide de s'échapper de la secte où elle a été élevée. Déjà, j'avais oublié que c'était dit que c'était une secte. Cachée dans une forêt, elle donne naissance à des jumeaux,
et prévoit de les élever loin de l'influence du monde extérieur. Mais même dans la forêt, Verne reste une proie. Forcée à survivre en pleine nature, elle montre une brutalité terrifiante, résultat de changements étranges et inexplicables que son corps traverse. Pour comprendre sa métamorphose et protéger sa famille, Verne doit affronter le passé et l'avenir. Trouver la vérité signifiera découvrir les secrets de la secte qu'elle a fui, mais aussi de l'histoire violente de ces États-Unis qui l'ont produite. Alors, par où commencer? Et justement, c'est un peu l'effet que m'a fait cette lecture de « Ok, quoi ?» J'en garde un souvenir d'énormément d'informations, mais d'un résultat un peu fouillis, où j'ai du mal à, moi, à titre personnel, encore une fois, de toute façon c'est le propos de cette chaîne, c'est moi qui te dis mon avis sur les livres, bref, j'ai du mal à en ressortir les éléments principaux, qu'est-ce qui vraiment est au cœur du récit, parce que j'ai un peu la sensation qu'on a voulu mettre 1000 choses au cœur du récit et résultat, pour moi, c'est plus vraiment très clair. Je m'explique. Déjà, je comprenais rien de qu'est-ce qui se passait. Je pense que c'est voulu. C'est quelque chose qui a tendance à plutôt me plaire. Moi, j'aime pas forcément comprendre. J'aime me poser des questions. Mais là, c'était à un point où juste j'avançais à tâtons. Ça va que le style est fluide et assez percutant et très efficace, et ce qui fait que le livre a vraiment un côté page-turner. Ça, on ne peut pas le lui enlever. On est dans l'histoire, on a envie de savoir, on a envie de comprendre, on avance. Manque de peau, moi j'ai pas compris. Une des choses qui m'a vraiment un peu titillée dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont soulevées, qui sont mises en avant. Il y a beaucoup de choses, comme je te dis, soulevées, mais à mon sens pas assez développées et qui donc sont pas vraiment compréhensibles et in fine pas très impactants, alors que ce sont des sujets lourds. Il y est question, tu l'as compris, d'emprise sectaire, de dérives religieuses, de racisme bien évidemment, de systèmes d'oppression, là principalement des blancs sur les noirs, mais ensuite des hiérarchies même à l'intérieur de la secte. À des moments, on parle un peu des Native Americans, il est question de manipulation, de séparatisme, et puis on arrive dans des questions du genre, de la fluidité des genres. Verne est une personne intersexe, enfin, on parle ensuite d'homosexualité. En fait, c'est que des sujets qui sont importants, mais pour certains qui étaient un peu juste balancés, du style « Ah bah voilà, information », et on sent qu'il y a volonté de dénoncer, mais sur certains, je trouve que c'est pas vraiment fait, ou encore une fois, de manière beaucoup trop rapide, et donc on n'en saisit pas l'intensité. Enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que ça survolait trop de choses, et en plus, tout ça, et encore, je pense que j'en ai oublié, sur fond d'univers fantastique, très bizarre, où on comprend pas ce qui se passe, il y a des exosquelettes de champignons, pour moi c'est trop. Et moi personnellement, j'ai été perdue. Et je te dis, ouais, j'ai trouvé que du coup, on perdait en lisibilité et on perdait de l'impact en fait de son propos, et j'ai trouvé ça hyper dommage parce que, encore une fois, je me répète, mais c'est des sujets qui sont tous et intéressants et surtout qu'il est utile de soulever et dont il est utile de parler. Et ouais, du coup, ça m'a laissé en demi-teinte. Je maintiens que le style est très efficace, que ça grouille de bonnes idées. C'est pour ça que je suis très curieuse de lire autre chose, parce qu'on voit très clairement que c'est quelqu'un qui a envie de porter des messages, qui est habité par certains combats. Et évidemment, ça me parle. J'ai envie de lire d'autres choses parce que je suis persuadée que c'était pas juste le titre pour moi en fait. Ça grouille de bonnes idées, sincèrement, mais tu l'as compris, moi je savais juste plus où regarder. Au-delà de ça, j'ai trouvé que sinon les personnages étaient franchement plutôt bien faits. Verne est très froide, moi j'ai pas du tout réussi à m'attacher à Verne. Maintenant, son caractère était absolument en adéquation avec son passé, avec juste sa construction en fait en tant qu'être humain. Et donc c'était très logique. Là c'est juste de la sensibilité personnelle, mais franchement ces personnages étaient très bien faits. Encore une fois, je le répète, mais l'écriture très très efficace. C'est pas du tout une mauvaise lecture, c'est juste une lecture qui m'a laissé un peu perplexe, parce que je maintiens, mais pour moi un petit peu brouillon. Et qui au final ne me marquera pas, parce qu'en plus, au-delà, je t'ai dit, du problème, entre guillemets, c'est pas un problème que de vouloir dénoncer des choses, on s'entend, mais de ça, rajouter à un univers où j'ai quasi rien pigé, ça n'a pas aidé. Mais ça n'a absolument pas entaché mon envie de découvrir d'autres choses de Rivers Solomon, et si j'arrive à mettre la main sur un autre de ses textes, je le lirai avec beaucoup de curiosité et d'intérêt quand même. Voilà. Et écoute, on a fait le tour.
N'hésite pas à me dire comme d'habitude ce que tu as pensé de ces titres si tu les as lus. N'hésite pas à me donner aussi des titres de River Solomon s'il y en a que tu as lus qui t'ont beaucoup plu, parce que du coup je te l'ai dit, je suis vraiment curieuse de lire autre chose. J'espère sinon que je t'ai donné envie de découvrir certains de ces livres. Et pour finir, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Moi je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends bien soin de toi.